Chaque empire croit que sa monnaie perdurera. Chaque gouvernement promet que sa devise durera éternellement. Pourtant, l'histoire ne cesse de leur donner tort. De la Rome antique à la France médiévale, de la Confédération aux États modernes du Moyen-Orient, les peuples se sont réveillés pour découvrir que leurs économies étaient vides, leurs salaires insignifiants, leur avenir volé par des systèmes qui semblaient autrefois indestructibles. L'effondrement n'est pas une anomalie. C'est le rythme qui sous-tend la civilisation. La question n'a jamais été de savoir si les économies s'effondrent, mais seulement comment survivre lorsqu'elles s'effondrent. La croyance la plus dangereuse de toutes est celle de la permanence. Nous regardons nos soldes bancaires, nos pièces de monnaie, nos billets nationaux, et nous les imaginons gravés dans la pierre. Mais l'argent n'est pas de la pierre. C'est une promesse, tissée à partir de la confiance. Et la confiance est plus légère que l'air. Un vent de peur suffisant pour la faire disparaître. C'est pourquoi l'histoire, bien qu'impitoyable, reste notre meilleur professeur. Chaque ruine financière laisse derrière elle une carte de signe avant-coureur, où se cache la valeur et où meurt l'illusion. Ceux qui ont survécu pour raconter l'histoire ne sont jamais ceux qui y ont cru le plus, mais ceux qui ont douté les premiers. Prenez l'Empire byzantin, la longue ombre de Rome qui a perduré pendant près de 1000 ans après la chute de son jumeau occidental. Au cœur de son économie brillait le solidus d'or, une pièce si stable que les commerçants de l'Adriatique à l'océan Indien l'acceptaient sans hésitation. Pendant des siècles, elle a été ce qui se rapprochait le plus d'une réserve universelle dans le monde médiéval. Son nom seul était synonyme de stabilité. Pourtant, la confiance est un alliage fragile. On pourrait penser que les Byzantins avaient tiré les leçons de l'humiliation de Rome avec le denier d'argent, déprécié jusqu'à n'être guère plus qu'une pièce d'étain recouverte de tromperies. Ce n'était pas le cas. Des siècles plus tard, les trésoriers impériaux ont commencé à alléger le solidus d'or, en le mélangeant avec des métaux moins précieux, convaincus que personne ne s'en apercevrait. Pendant un certain temps, personne ne s'en aperçut, mais les rumeurs voyagent plus vite que les navires. Lorsque les marchands commencèrent à tester leurs pièces et à découvrir la fraude dans leur éclat, les routes commerciales tremblèrent. La monnaie la plus fiable au monde devint un symbole de trahison. À mesure que la pureté s'évanouissait, la confiance s'évanouissait aussi, et avec elle, le cœur économique de l'Empire. Ce qui a perduré, ce ne sont pas les décrets impériaux ou les promesses sur papier, mais la prudence discrète de ceux qui ont conservé quelque chose de réel, de l'or, des terres, des biens hors de portée de l'empereur. Ils ont vu la valeur s'échapper des systèmes contrefaits et revenir vers des choses que la monnaie ne pouvait reproduire. Ce fut la première leçon écrite dans la poussière. Les gouvernements ne peuvent résister à la tentation de diluer leur monnaie, et lorsqu'ils le font, la véritable richesse leur échappe. Mais tous les effondrements ne commencent pas dans un trésor. Certains naissent d'une épidémie. Au milieu du XIVe siècle, l'Europe a connu son visiteur le plus sombre, la peste noire. Entre 1347 et 1351, près de la moitié de la population du continent a disparu. Les villes se sont vidées, les marchés sont devenus silencieux. Les charrettes roulaient dans les rues étroites, transportant des morts au lieu de marchandises. Pourtant, même cette horreur a remodelé la richesse plutôt que de simplement la détruire. Lorsque la moitié de la main-d'œuvre disparaît, le travail devient un trésor. Les salaires ont augmenté, car les mains étaient rares. Les champs ont été laissés à l'abandon, les loyers ont chuté, et les terres, autrefois jalousement gardées, pouvaient être achetées pour une fraction de leur ancienne valeur. Les familles disposant d'une certaine liquidité, quelques pièces d'argent, une grange remplie de céréales, la force de travailler, ont soudainement acquis un pouvoir inimaginable avant la peste. En Angleterre et en Italie, les paysans négociaient comme des marchands, et les marchands achetaient des domaines
qui appartenaient autrefois à des seigneurs. Cela semble lointain, mais l'écho a atteint notre siècle. Pendant la pandémie de 2020, les chaînes d'approvisionnement se sont rompues, les gouvernements ont imprimé des quantités astronomiques de nouvelles monnaies et les inégalités se sont creusées comme une faille. Ceux qui possédaient des actifs, maisons, actions, liquidités, ont vu leur richesse augmenter. Ceux qui vivaient au jour le jour ont pris encore plus de retard. Les crises ont toujours redessiné la carte sociale. La pénurie couronne de nouveaux gagnants, nouveaux. Après la peste noire, les paysans sont devenus propriétaires terriens. Après les confinements modernes, les investisseurs ont multiplié leurs fortunes. Les catastrophes ne traitent pas tout le monde de la même manière. Elles récompensent ceux qui ont des réserves et punissent ceux qui n'en ont pas. Si les pandémies nous enseignent la rapidité du choc, la chute de la Florence de la Renaissance révèle un autre danger. L'arrogance des institutions. Au milieu du XIVe siècle, Florence était la capitale financière de l'Europe, fière patrie des banques Bardi et Peruzzi. Leurs lettres de crédit s'étendaient de Londres à Alexandrie. Pourtant, derrière leur façade de marbre se cachait une hypothèse fatale, celle que les rois remboursent toujours. Le monarque anglais Édouard III emprunta des sommes colossales pour mener ses guerres contre la France. Lorsque ces campagnes échouèrent, il cessa tout simplement de payer. Les puissantes banques de Florence, se croyant intouchables, s'effondrèrent en quelques mois. Les déposants perdirent tout. Le commerce se figea. La ville qui avait financé la moitié de l'Europe se mit soudain à mendier des prêts. La taille n'offrait aucune protection, le prestige aucun bouclier. L'expression « trop gros pour faire faillite » était déjà un mythe 6 siècles avant de devenir un jargon moderne. Le Florentin ordinaire a appris la vérité à ses dépens. Les institutions existent pour faire des profits, pas pour protéger. Quand elles tombent, elles emportent avec elles votre confiance et votre fortune. Cette même vérité se répétera au fil des siècles, de la faillite de Lehman Brothers au début des années 2000 au gel des comptes à Beyrouth dans les années 2010. De l'autre côté de l'Atlantique, au milieu du XIXe siècle, les États-Unis ont dû faire face à leur propre crise monétaire. La guerre civile a été menée à coups de canon et de presse à imprimer. Pour financer le conflit, le gouvernement de l'Union a émis des greenbacks, des billets de banque dont la seule garantie était la confiance dans la nation elle-même. Au début, cela semblait héroïque, voire moderne. Mais alors que les presses tournaient jour et nuit, chaque nouveau billet affaiblissait le précédent. Les prix grimpaient, la confiance vacillait. Dans le Sud, la Confédération est allée plus loin. Désespérée de trouver des ressources, elle a imprimé des greybacks par charretée. À la fin de la guerre, l'inflation confédérée était biblique. Les prix avaient augmenté de plusieurs milliers de pourcents. La solde des soldats était sans valeur avant même qu'ils ne rentrent chez eux. Les ménagères transportèrent des paniers remplis de billets pour acheter une miche de pain. Au printemps 1865, la monnaie qui prétendait représenter une nation n'était plus que du papier mort. Ceux qui survécurent furent ceux qui détenaient tout ce que les presses ne pouvaient copier. Des terres, de l'or, du bétail, voire des barils de céréales. Les autres virent les économies de toute une vie s'évaporer du jour au lendemain. C'est un chapitre que les Américains revisitent rarement, alors qu'ils devraient le faire. Leur propre pays a déjà connu un effondrement total de sa monnaie. La protection ne vint pas de la confiance patriotique, mais d'une valeur tangible qu'aucun décret ne pouvait faire disparaître par l'inflation. Puis vint la France. Au cours de la dernière décennie du XVIIIe siècle, les révolutionnaires renversèrent la couronne et promirent une nouvelle ère d'égalité. Ils confisquèrent les terres de l'Église et soutinrent une nouvelle monnaie papier, l'assignat, dont la valeur était supposée. La théorie brillait par sa logique. L'immobilier comme garantie,
la liberté comme sécurité. Mais le pouvoir aime la presse à imprimer. Chaque mois apportait de nouvelles émissions, chacune érodant la précédente. Les prix ont grimpé en flèche. Les salaires sont restés stagnants. Les billets de banque se sont transformés en cendres entre les doigts des gens. Les agriculteurs ont refusé de vendre leur nourriture contre des promesses. Les marchés se sont effondrés et la révolution a commencé à dévorer ses propres partisans. Une fois de plus, ceux qui s'accrochaient à des idéaux plutôt qu'à la réalité ont souffert de la faim. Les gagnants étaient les rares personnes qui possédaient de la nourriture, de l'argent ou des biens immobiliers, tout ce que le gouvernement ne pouvait pas créer à partir d'encre. Pour les autres, la prise de conscience est venue trop tard. La valeur n'est jamais celle que déclarent les dirigeants, mais seulement celle que les gens acceptent. Lorsque cette croyance s'effondre, la richesse ne diminue pas, elle disparaît. Un fil conducteur relie ces siècles. De la monnaie de Constantinople au comptoir de Florence, des presses de Richmond aux émeutes parisiennes, l'histoire se répète. Chaque époque invente sa propre illusion de sécurité, et chaque illusion se termine de la même manière, par l'incrédulité. L'argent, en fin de compte, n'est qu'un souvenir. Et lorsque la mémoire fait défaut, il ne reste plus que l'or, la terre, le travail et le savoir-faire. 2 siècles après que l'assignat ait brûlé la France, la même illusion est revenue, cette fois-ci en Orient. Dans les dernières années du XXe siècle, les économies florissantes de l'Asie du Sud-Est sont devenues la fierté du marché mondial. De Bangkok à Jakarta, de nouvelles tours ont été construites et l'argent a afflué, en grande partie emprunté en devises étrangères. Le système fonctionnait, jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner. En 1997, une attaque spéculative contre le baht thaïlandais a fait voler en éclats cette façade. Du jour au lendemain, le taux de change fixe par rapport au dollar s'est effondré. Ce qui était auparavant une dette gérable en devises étrangères est devenu impossible à rembourser. Les investisseurs ont fui comme des oiseaux avant la tempête. La contagion s'est propagée à l'Indonésie, à la Malaisie et à la Corée du Sud. En une seule saison, les devises ont chuté, les entreprises ont disparu et le chômage a grimpé en flèche. Les gouvernements ont supplié le Fonds monétaire international de les secourir, troquant leur souveraineté contre leur solvabilité. Et comme toujours, ce sont les innocents qui ont souffert les premiers. Les travailleurs ordinaires ont vu leurs économies s'évaporer. Le coût des prêts hypothécaires a doublé. Les emplois ont disparu. Les fonds spéculatifs qui avaient déclenché la panique sont repartis plus riches, tandis que les nations qui avaient fait confiance au système mondial se sont retrouvées enchaînées à l'austérité. Il ne s'agissait pas d'un effondrement local, il s'agissait d'un transfert mondial de richesses, des débiteurs vers les créanciers, des travailleurs vers les financiers. La morale était aussi vieille que Byzance. Une dette contractée dans la monnaie d'autrui devient un nœud coulant lorsque le sol s'effondre. 20 ans plus tard, la leçon se répète, non pas dans un royaume ou une colonie, mais au cœur fragile d'un État moderne. Entre 2019 et 2021, les banques libanaises, autrefois fiers symboles de stabilité, se sont discrètement figées. Sans avertissement, les déposants se sont réveillés pour découvrir que les retraits étaient limités, les comptes gelés et la monnaie en chute libre. En 2 ans, la livre libanaise a perdu plus de 9/10 de sa valeur. Médecins, ingénieurs, retraités, la classe moyenne même qui avait fait confiance au système, se sont retrouvés devant des banques fermées, suppliant d'avoir accès aux économies de toute une vie. On leur a répondu que l'argent avait disparu. Il s'agissait d'un nouveau type de vol, poli et procédural. Pas de soldats, pas d'émeutes, pas d'incendie, juste le silence derrière des portes closes. Le même schéma s'est répété comme toujours. Ceux qui avaient envoyé une partie de leur fortune à l'étranger ou conservé de l'or, des biens immobiliers ou même de l'argent liquide en dehors du système ont résisté. Tous les autres se sont retrouvés piégés dans des papiers qui n'avaient plus aucune valeur.
Si cela semble lointain, cela ne devrait pas l'être. Au début des années 2000, les Américains ont vu leurs maisons saisies, tandis que les banques qui avaient causé la catastrophe recevaient des aides financières. Pendant la pandémie de 2020, les gouvernements ont imprimé des milliers de milliards pour maintenir les économies à flot, une bouée de sauvetage qui a relancé les marchés, mais laissé les salaires à la traîne. En 2023, les banques régionales aux États-Unis ont fait faillite presque du jour au lendemain lorsque la confiance s'est effondrée. Une fois de plus, les gens ont appris la vieille vérité. Trop gros pour faire faillite n'est qu'un conte pour adultes. Alors, comment survivre lorsque la structure elle-même commence à s'effondrer? L'histoire n'offre pas de remède unique, seulement des modèles. À Byzance, les survivants détenaient de l'or. Après la peste noire, ceux qui possédaient de l'argent ou des économies ont acheté les terres abandonnées par les morts. À Florence, les sages ont évité l'attrait des banques surendettées. Dans le sud des États-Unis, la véritable richesse était la nourriture et la propriété, et non le papier imprimé. Dans la France révolutionnaire, c'était le grain et l'argent. Dans l'Asie moderne, c'était l'absence de dette extérieure. Au Liban, c'était échappé au système avant que les portes ne se ferment. Les formes changent, mais le principe reste le même. La survie dépend de la reconnaissance de ce qui a une valeur intrinsèque lorsque les illusions s'effondrent. Et c'est là que réside le paradoxe que l'histoire ne cesse de nous murmurer. L'effondrement est à la fois une tragédie et une opportunité. Pour ceux qui ne sont pas préparés, cela signifie la ruine. Pour ceux qui sont préparés, cela devient le nouveau départ d'une vie. Après la peste noire, les paysans sont devenus propriétaires terriens parce que la terre était abondante et les gens peu nombreux. Après le krach de 2008, ceux qui disposaient de liquidités ont acheté des maisons pour la moitié de leur valeur tandis que des millions de personnes étaient expulsées. Au moment où les autres paniquent, la valeur change de main. Chaque crise est un transfert, de la majorité qui a fait confiance à la minorité qui a su anticiper. Pourtant, la protection ne concerne pas seulement ce que vous possédez. Elle concerne ce que vous pouvez faire. L'or peut être volé, la terre peut être saisie, mais les compétences, la capacité de produire, restent à l'abri de l'inflation. À chaque effondrement, les mêmes figures apparaissent. Le boulanger qui continue à faire du pain, l'artisan qui répare, l'agriculteur qui cultive, le marchand qui achemine les marchandises là où elles sont nécessaires. Ces personnes font plus que survivre. Elles reconstruisent le monde qui suit. Lorsque l'argent perd son sens, la production, elle, continue d'avoir un sens. Les gens ont toujours besoin de manger, de construire, de soigner, de communiquer. La capacité à répondre à ces besoins devient la monnaie la plus authentique. C'est pourquoi toutes les grandes reconstructions, de l'Europe après la peste au Japon d'après-guerre, ont commencé non pas avec des trésors, mais avec des talents. Les semences de l'agriculteur, les mains de l'artisan, les idées du penseur. Tels étaient les atouts qui ont permis de restaurer la civilisation lorsque le papier a échoué. En y regardant de plus près, on constate que les survivants de l'histoire ont toujours partagé 3 traits communs. Premièrement, ils possédaient quelque chose que le système ne pouvait pas copier, des terres, des métaux, des outils ou des connaissances. Deuxièmement, ils sont restés suffisamment liquides pour agir lorsque les autres se sont figés. Troisièmement, ils ont considéré l'effondrement non pas comme une fin, mais comme un commencement déguisé en catastrophe. Cette trinité, actif réel, compétence réelle et conscience réelle, constitue le seul bouclier qui fonctionne à travers les siècles. Aucun gouvernement, aucune institution, aucun équilibre numérique ne peut la remplacer. L'illusion de la permanence a séduit toutes les générations. Les sages apprennent à la percer à jour avant qu'elle ne s'effondre. Et pourtant, il existe une couche encore plus profonde.
Chaque effondrement révèle la même vérité sur les systèmes humains. Ils sont construits sur des récits. L'argent est un récit de confiance. Les marchés sont des histoires de croissance. Les nations sont des histoires d'unité. Lorsque l'histoire meurt, la structure suit. Ce qui vous protège, ce n'est pas la foi dans le compteur, mais la capacité à vivre lorsque l'histoire change. C'est le cadeau discret que nous offre l'étude de la ruine. Elle nous enseigne l'humilité. Aucun empire n'est éternel, aucune monnaie n'est immortelle. Mais elle nous enseigne aussi la liberté. Une fois que vous cessez de croire à la permanence, vous cessez de craindre sa perte. Vous apprenez à vous appuyer sur ce qui perdure. Votre capacité à construire, à vous adapter, à créer de la valeur à partir de rien. Ainsi, lorsque la prochaine crise surviendra, et elle surviendra, souvenez-vous du schéma. Chaque crise est un transfert, du papier à la substance, de la promesse à la preuve, de la majorité qui y croyait à la minorité qui s'y était préparée. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime à chaque époque. Elle punit la confiance aveugle et récompense la prévoyance discrète. La question n'est donc jamais de savoir si tout va s'effondrer. C'est toujours le cas. La vraie question est de savoir de quel côté du transfert vous vous tiendrez, du côté des promesses ou du côté de la réalité. L'histoire n'est pas cruelle, elle est précise, et elle continuera à murmurer la même leçon jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute.